c'est donc Jérôme Randon qui va nous parler de l'utilisation de ChatGPT en master de chimie analytique et analyse et contrôle. Mais pas que. C'est ça, Jérôme? C'est ça. Hop, hop. Normalement, c'est partagé, ça devrait être visible. Ouais, Si ça m'a c'est laissé bon. les droits au milieu, c'est bon? Ouais. Ok. Bien, bonjour tout le monde. Donc moi, je réponds à une sollicitation de Christophe suite à une action que j'ai menée pour écrire un petit peu de code avec une IA. Et du coup, tout ce que je vais vous dire, ce n'est que un retour d'expérience personnelle et ça n'est en aucun cas une étude globale structurée sur l'utilisation des IA dans l'enseignement. Donc, j'évoquerai dans un premier temps cette création qui a été faite de code avec une IA. Et puis, je voulais aussi en profiter pour faire part d'un retour personnel sur cette expérience en tant qu'enseignant, mais aussi d'autres usages de l'IA. Et pour quelquefois aussi apporter, on va dire, comment le dire? Un œil Refaire critique. redescendre un petit peu tous les espoirs que l'on met dans l'IA et pour dire en tant qu'enseignant, finalement, là où ça m'embête beaucoup. Donc voilà un petit peu le schéma de la présentation à venir. Je suis enseignant en chimie, je fais de la mesure, donc de la chimie analytique. Et vous êtes tous certainement au courant de ce qu'on fait dans le domaine de la mesure, parce qu'on intervient aussi bien pour analyser l'environnement que des médicaments ou des choses comme ça. Et on forme à l'analyse physico-chimique dans la formation dont je m'occupe, et puis aussi avec les étudiants en licence en chimie. Donc, objectif, faire de la mesure. On a de l'instrumentation pédagogique qui est très très riche. On a un parc d'instruments, ça vaut 2 millions d'euros qu'on met à disposition des étudiants pour faire des expériences de mesure. Et on se retrouve avec des instruments qui sont très compliqués pour comprendre leur fonctionnement et qui apparaissent aujourd'hui pour tous les étudiants comme des grosses boîtes noires. Et du coup, même pour des instrumentations très très simples, on a du mal à appréhender ce qui se passe à l'intérieur. Donc je vous expose ma problématique en tant qu'enseignant. On doit former des étudiants à ces instruments et on a décidé de passer sur la création d'instruments à travers des cartes Arduino qui coûtent rien du tout, une dizaine d'euros, une 10-12 euros, et qu'on peut programmer pour des actions spécifiques. Un petit peu de mesure essentiellement sur des quantités de lumière, des températures, des fréquences sonores, etc. Donc, on a basé une partie de notre activité sur la création d'instruments. Et ce que je vais vous montrer sont des choses qui sont faites avec des étudiants de licence 3 en physique-chimie. Mon objectif, c'est de développer ces compétences sur la construction d'instruments et puis de faire avec eux des expériences qui permettent d'illustrer des concepts de physique et de chimie. Donc, l'application que je vais évoquer avec vous, c'est justement pour illustrer des concepts de physico-chimie. Ne vous rassurez-vous, je ne parlerai pas plus de chimie que ce que je viens de faire là. On n'aura pas de connaissances scientifiques très fortes à apporter dans ce domaine. Donc, pour vous dire une idée des situations, ça peut être construire un alcotest avec des étudiants, ça les fait beaucoup rire. Construire des systèmes qui permettent de mesurer pour des lunettes, par exemple, quelle est l'intensité de lumière qui est atténuée en fonction du soleil, etc. Donc, des situations du quotidien. Et pour faire ça, et là j'en viens à la partie codage, fonctionnalisation, on va créer des instruments et là vous avez un instrument très très simple qui a aucune mesure mais qui fait une action et qui potentiellement peut allumer une petite diode qui est symbolisée ici. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas du tout là? En option du pointeur, je vais prendre le pointeur laser, voilà. Et ce que je vais demander aux étudiants de faire, c'est faire la construction d'un circuit électrique et de faire du code. Et là, tout de suite, ça rend une difficulté quand on travaille avec une IA et qu'on essaye de faire ces choses-là à une IA, parce qu'en fait, on doit adresser deux choses en même temps. On doit adresser deux problèmes, et je crois que c'était explicité dans une des diapos que vient de montrer Christophe. On doit faire un montage électrique et développer un code informatique. Alors même si le code est super simple, il ne faut pas qu'il y ait de différence où il faut que les deux soient structurellement fonctionnels et opèrent ensemble. Et ça, quand on demande de faire ça à une IA,
elle propose un code informatique, et des fois elle propose un montage, mais rarement les deux choses sont intégrées en même temps. Donc pour moi, en tant qu'enseignant, ça ne me pose pas de problème que les étudiants utilisent l'IA pour apprendre à construire avec ce genre de choses. Au contraire, avec toutes les limitations que ça peut générer. Un aspect quand même qui est intéressant du point de vue de l'étudiant, je fournis beaucoup de code prêts à utiliser pour les étudiants, et des fois ils ont du mal à appréhender ce que fait le code, et un des usages que j'ai vu assez fréquemment, c'est demander à l'IA qu'est-ce que fait le code, pour apprendre un petit peu à comprendre ce qui est derrière le code. Donc ça, c'est un usage côté étudiant que j'ai trouvé assez pertinent de mobiliser l'IA pour faire ça. Alors, juste pour vous amener vers le développement du code dont j'avais besoin, on travaille, peu importe ces images-là, sur des expériences visuelles, on travaille sur des documents papier, des choses, et puis on veut construire un instrument et utiliser cet instrument pour faire des mesures. Donc je vais vous parler de couleurs, de colorimétrie, un petit peu pour mesurer les intensités de lumière transmises dans les systèmes. Donc on a une petite carte Arduino et on doit construire quelque chose. Et puis pour moi, si je veux travailler avec les étudiants pour comprendre les concepts physiques, cette fois-ci qui sont derrière, et chimiques qui sont derrière, il me fallait développer une interface graphique pour exploiter les données qui sont générées par mon système. Donc grosso modo, ça envoie 8 valeurs, et moi je dois faire des schémas avec, des dessins avec. Donc voilà, mon besoin, c'était de créer un bout d'application qui permette de faire des figures, et ceci, de le faire directement sur un ordinateur, parce que j'ai pas d'écran sur le microcontrôleur, sur le petit instrument que je vous ai montré, et il faut que je transmette mes données, que je les rende visibles d'une façon ou d'une autre. Et donc je suis parti en disant, allez, allons-y, essayons de créer une page, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais faire ça en HTML, JavaScript. Parce que dans ma tête, au départ, je me suis dit, c'est un navigateur web, ça va pouvoir tourner du coup sur n'importe quel système d'exploitation, et allons-y, on aura l'interface là-dedans. Donc je connais un petit peu l'HTML, je connais pas du tout le JavaScript, et je suis parti sur des prompts pour petit à petit faire construire mon application. Je vais vous montrer le résultat de l'application derrière. Et surtout, mon propos, c'était de dire comment je suis arrivé à la fin à avoir une application fonctionnelle. Ça a été encore une fois une nécessité de travailler avec des prompts petit à petit et réinformer l'IA de ce que je voulais faire. Donc ça, c'est du chat GPT en version libre, hein. Je n'ai pas de compte payant là-dessus. J'ai tout fait sur des comptes gratuits, sur un compte gratuit. Alors, pour moi, ce langage est suffisamment inconnu pour que je ne comprenne pas le code. Je suis incapable de générer ce code-là. Donc, en tant qu'enseignant, je récupère, en tant que créateur de code, je récupère ça, et puis je vais faire du copier-coller et essayer d'assembler les choses au fur et à mesure. Donc, globalement, ça a marché. Ça a marché pour différentes raisons. J'ai demandé, si vous avez lu les premiers prompts, de créer le code vraiment étape par étape. Et chose que je fais naturellement, parce que c'est aussi mon métier de chercheur, c'est que j'ai une vérification systématique des opérations que je réalise, et je vérifie le code au fur et à mesure. Les échanges sont quelquefois un peu longs, je perdais des fonctionnalités au fur et à mesure, et à la fin, j'ai fini en intégrant des fonctions dans le code étape par étape. Et voilà, ça veut dire que pour arriver à cette phase-là, j'ai un peu d'expérience quand même de code, même si je ne suis pas informaticien de formation. J'ai des expériences de code, mais plutôt en tant qu'autodidacte. À la fin, je suis arrivé à quelque chose, grosso modo, c'est l'interface que vous avez là en bas à droite. C'est-à-dire que j'ai une page qui me permet de me connecter par le port série à mon système Arduino. Il m'envoie 8 valeurs, je suis capable de faire un dessin, et j'ai différents boutons pour faire des actions et faire changer les choses. Là où ça avait attiré l'attention de Christophe, c'est que je l'ai fait sans écrire de ligne de code, que du copier-coller, du remontage là-dessus. C'est là que j'ai filmé, je vous ai mis le lien de la vidéo que j'avais filmé quand il montre l'expérimentation, on voit l'expérimentation, on te voit mettre les feuilles dans ton spectro là, et puis voir les captures d'écran, voir l'application, voilà. Il y avait la vidéo qui était associée à ça.
Ouais. Après, j'avais besoin d'une deuxième page. Alors, je vous montre un prompt. Le but, c'est pas de le lire, mais c'était de vous dire que moi, j'ai été bluffé à certains moments. Ici, j'ai des tas de feuilles de plastique à disposition. En fait, voilà, des bouts de plastique, et je dois essayer de les reconnaître, ces feuilles. Et pour reconnaître les feuilles, ben, je lui ai dit, ben, tu vas me chercher la similarité entre le spectre que j'ai obtenu avec mon instrument et des spectres que j'ai préalablement enregistrés. J'ai dû énormément détailler ce que je voulais, parce que mon prompt est relativement long, mais à la fin, je me suis retrouvé avec un code, une page HTML, une nouvelle page HTML qui faisait exactement ce que je lui avais demandé. C'est-à-dire de me créer un tableau avec un classement par ordre de similarité de spectres, avec des cases à cliquer qui me permettent de faire des comparaisons de spectres et tout s'afficher sur le côté droit. Franchement, sur ce prompt, le prompt-là, sur cette page, j'ai été bluffé sur le fait, en ayant explicité énormément mon besoin, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Bon, il y a quand même des moments où je suis obligé de revenir vers lui et de lui redire, voilà, tu dois faire ça, etc. Et tu dois reprendre des fichiers. Et j'ai souvent travaillé en réinjectant un fichier qui était opérationnel pour lui demander d'aller chercher des bouts de code dans des choses qui étaient déjà opérationnelles. On échange, on y arrive, et finalement, voilà. Moi, mon application fonctionne et je suis content de tout ça. J'ai inséré mes boutons, je lui demande de le faire et il me le fait de façon assez simple. Donc, ce côté-là, super positif. Je lui fais faire une autre exploitation de données, création d'un autre type de page, et on est arrivé très rapidement. Je suis arrivé très rapidement à faire quelque chose que je n'aurais pas fait du tout avec une IA. Donc, ce côté gain de temps, il est pour moi Donc, tu exceptionnel. n'aurais pas fait du tout sans IA. J'aurais pas fait du tout sans IA. Ouais. Alors, j'ai fait une autre application au préalable pour la même chose qui tournait sur un smartphone, mais j'ai été obligé d'utiliser une application, un langage que je connaissais pas, et ça m'avait pris des heures quoi, à le faire. Avec l'IA, j'ai eu un gain de temps qui était très très important pour arriver à une application fonctionnelle. Et puis après, je vais peut-être remettre quelques limitations maintenant à ceci. Donc j'ai clairement gagné du temps, j'aurais pas pu faire ces pages sans une IA qui m'accompagne. Donc je suis passé sur du ChatGPT, sur du Mistral de temps en temps. Quand j'avais épuisé le temps sur ChatGPT, je basculais sur Mistral et puis retour derrière. Donc ce gain de temps, il est net. J'ai aussi appris, là, en tant qu'apprenant utilisateur de l'IA, à atteindre le résultat que je cherche pour une problématique très opérationnelle. Ça marche pas. C'est facile de vérifier ce que me dit l'IA. C'est-à-dire, j'ai une logique, ça marche pas, je mets mon code, je vois immédiatement si c'est opérationnel. Et je pense que ça va être un objet de la discussion ensuite, c'est la capacité à vérifier ce que me donne l'IA. Et ici, naturellement, nativement dans le système, je l'ai cette capacité à vérifier, mon système fonctionne ou pas. J'ai un peu appréhendé la structure HTML, CSS, JavaScript. Je connaissais un petit peu, mais pas plus que ça, et donc j'ai vu un petit peu comment c'était généré là-dedans, mais en même temps, je suis incapable de le reproduire. Ce que je constate a posteriori, c'est qu'il y a dans le code des morceaux de code qui servent à rien. Parce que à force de faire des itérations des demandes, j'ai des morceaux de code, je ne sais même pas comment les enlever sans tout détruire. C'est-à-dire que si un informaticien reprenait le code, ça va le faire hurler la façon dont c'est fait. Et puis à la fin, je me suis aperçu que ça ne marchait pas sous Android ni sous iOS. Et donc j'ai essayé énormément de tourner avec l'IA pour arriver à trouver une solution et je n'ai pas trouvé de solution simple. Donc j'ai été coincé sur quelque chose que je ne m'attendais pas. Je pensais que ça pourrait fonctionner sous Android. Or, dans une page HTML comme ça, ouvrir le port COM, le port série, ça ne marche pas. Et donc, mon cahier des charges était tellement mal défini au départ, puisque je suis parti sans être informaticien, en faisant une intention pédagogique, mais pas un cahier des charges informatique, que finalement, les choix conduisant au résultat final ne sont pas forcément les plus appropriés. Et puis, je voulais vous partager aussi, avant qu'on rentre dans la discussion, sur d'autres usages de réflexion en tant qu'enseignant, dans l'utilisation que je fais des choses.
En tant qu'enseignant, donc là, je sors un petit peu du contexte dans lequel je vous ai présenté le développement du code. La génération d'images avec des IA, c'est joli, mais généralement, ça sert à rien. Et même pire, ce sont très souvent des distracteurs qui peuvent faire perdre le message. Alors, dans les 4 diapos qui viennent de précéder, il y avait des images. Je suppose que vous n'avez pas forcément attrapé le message que je voulais faire parler parce que je suis sûr que certains d'entre vous ont essayé de lire le post-it aussi et passer du temps. Donc, je génère en distracteur alors que c'est pas du tout ce que je veux faire. Du moins, là, volontairement, je l'ai fait. Mais j'ai dit faire attention à ces images parce que elles cassent un petit peu le message que l'on veut passer. Pour moi, voilà, j'ai les moyens de vérifier ce que me propose l'IA. Et cette logique marche pas. Croire savoir m'a empêché d'apprendre parce que en fait, j'ai rien appris dans la structure. En informatique pure, j'ai rien appris. Je suis arrivé à faire un objet, mais et puis le dernier message, ça marche pas sous Android et iOS. Si quelqu'un veut m'aider à toucher le bout de code, je suis preneur aussi. Parce que l'IA, elle n'a pas réussi, donc j'ai besoin d'aller chercher des experts à un moment donné. Voilà, ce que j'ai pas réussi à faire aussi avec l'IA, c'est avoir des choses qui soient structurantes. Comment créer des schémas, des représentations qui doivent être exactes et qui aident à générer du sens. Donc ça, c'est des approches type carte conceptuelle. C'est des choses que j'ai jamais réussi à faire avec une IA. Tu vois, comment arriver à générer ceci, mais j'ai peut-être pas trouvé les bons outils. J'ai créé aussi pas mal de QCM, ou essayer de créer pas mal de QCM, mais ma conclusion en tant qu'enseignant, c'était de dire qu'il m'a fallu reprendre énormément de questions en lien avec les objectifs que je m'étais assignés, parce que même en détaillant énormément les prompts, bah, finalement, au lieu de détailler les prompts, j'avais qu'à écrire la question, ça aurait été beaucoup plus vite, je serais arrivé au même résultat, quoi. Et puis, il y a un élément que je trouve assez important ici, je connais les raisons de certaines réponses fausses qui sont associées à des conceptions erronées des étudiants. Et je vais volontairement les introduire dans les choix proposés quand je fais du QCM. Et ça, l'IA ne le fait pas, à mon sens, de façon raisonnée. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas les mauvaises conceptions pour pouvoir générer un document qui soit source d'interrogation et qui permette de mobiliser des connaissances. Et dans l'analyse des productions, critique des productions qui sont faites dans l'IA, alors, je suis peut-être un vieil enseignant, j'ai beaucoup d'exemples aujourd'hui de ressources produites par des étudiants qui peuvent être commentées. J'ai des vidéos, j'ai des tas de documents. Et j'ai un très faible besoin de ressources avec des pseudo-erreurs qui ne sont jamais réalisées par des étudiants. Du coup, ça ne me sert à rien d'essayer de casser des mauvaises conceptions qui n'existent pas naturellement chez l'étudiant. Donc voilà, je voulais finir cette présentation sur revenir sur le fait que la place de l'enseignant face au savoir, elle est quand même toujours hyper importante. Et même si l'IA peut nous aider sur certains aspects dans l'enseignement, il n'en reste pas moins que le passage du savoir savant au savoir assimilé par l'étudiant fait que notre rôle d'enseignant, il est important dans la partie savoir enseigner. Et puis, très souvent, on est aussi à l'université concepteur de programme. Et ça, ce rôle-là, que je viens d'évoquer à travers les exemples que j'ai utilisés, ben, je pense qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas capable de l'atteindre. Alors peut-être demain, mais aujourd'hui, on n'y est pas. Quand j'ai besoin d'outils de médiation, ça c'est une autre partie de l'application que j'ai utilisée, j'avais besoin d'une double représentation. L'IA, c'est pas forcément le générer, ce double représentation. C'est moi, en tant qu'enseignant, qui décide de faire une application pour générer ce double représentation parce que je sais que c'est pertinent d'un point de vue de la transmission des connaissances. Et puis, j'ai essayé aussi de reproduire des cours avec des prompts en continuant sur cette logique que vous avez là. Donc, je ne vais pas vous les détailler et je les mettrai à disposition si vous le souhaitez. Ils proposent des protocoles expérimentaux avec des protocoles expérimentaux qui sont totalement, qui sont incohérents sur certains des volets. Ils proposent des choses qui sont totalement fausses. Alors, je vais vous expliquer juste en 2 mots en quoi ça consiste et pourquoi c'est faux. C'est que vous avez une solution violette et ça apparaît et il vous dit ça doit faire telle chose et en fait ça fait pas cette chose, ça fait une autre chose. Si un étudiant reçoit cette information, il n'est pas capable d'analyser le caractère véridique ou pas de la proposition qui est faite par l'IA.
Je lui ai reformulé à l'IA, reste avec des filtres colorés. Là, cette fois-ci, il m'a donné quelque chose de juste. Mais il m'a donné quelque chose de juste, non pas par un niveau de connaissance, il m'a donné quelque chose de juste parce que cette fois-ci, l'association qu'il fait entre les couleurs est correcte. Donc, c'est pas le recentrage qui m'a permis de produire un document correct. Là, c'est juste une nouvelle proposition de chaque GPT qui, d'un point de vue statistique, en association de mots, fait que cette fois-ci, c'est juste. Et donc, je bute vraiment sur un souci, comment savoir si la réponse de ChatGPT est correcte ou pas? Aujourd'hui, j'ai un problème de création d'entreprise. Je lui demande aide-moi à créer une entreprise et quels sont les documents qu'il faut que je fasse. Eh ben, il me sort des choses, j'ai même pas confiance en lui. Je sais pas, je ne sais pas vérifier. Donc ça me pose un vrai souci pédagogique. Donc cette chose qui est totalement fausse que j'ai évoquée tout à l'heure, ben, elle n'est elle n'est sortie du LMM, mais c'est normal aussi, que par association de mots. Et derrière une proposition comme ça, je ne peux même pas interagir avec des étudiants pour interroger leur conception préalable. C'est-à-dire que souvent avec un étudiant, on va discuter, tu viens de me dire que ça, quels sont les éléments qui ont orienté ta réponse? Qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Ben ici, je peux même pas utiliser un texte généré par ChatGPT parce qu'il n'y a pas de logique structurante dans ce qu'il propose. C'est du hasard. Du coup, c'est une erreur que les étudiants ne peuvent pas commettre. Ils ont une, une très grande difficulté à appréhender ce type d'erreur. Donc voilà, je finirai par, j'avais bien aimé dans la controverse, dans les controverses de Descartes en 2003, une phrase qui était présentée dans le cadre d'une présentation de Philippe Mérieux. L'enjeu, c'est pas d'agréger des mots qui se rapprochent, c'est de distinguer les mots qui sont proches. Et donc pour nous, en tant qu'enseignants, notre travail, il est justement dans cette distinction, alors que nos outils d'IA ont tendance à un petit peu trop rapprocher des choses qui se ressemblent. Donc voilà, c'était une petite présentation, un petit retour d'expérience pour vous parler de finalement à la fois de la génération de code avec un outil d'IA qui m'a satisfait d'un point de vue de l'usager final, pas vraiment satisfait sur le volet quels apprentissages j'ai réellement réalisé moi-même sur la production d'un code informatique, et puis quelques réflexions d'enseignants, un peu provocatrices forcément, mais et surtout quand je le fais avec des gens qui sont dans IA Forsup, mais c'était un petit peu la volonté du jour. Voilà. Merci Jérôme pour cette présentation. Donc, je pense qu'il va y avoir des réactions, des questions. Il y a Pierre Bust qui déjà lève la main. Pierre, Oui, c'était juste, merci pour la présentation, c'est très intéressant et je retrouve plein de choses que pas mal d'enseignants me disent dans mon établissement, notamment ça sert à rien de prompter une IA si je sais pas évaluer le résultat parce que du coup j'ai aucune prise dessus. Et puis, il y avait un collègue qui m'avait dit, et ça me faisait penser à ça, ce que vous disiez tout de suite, là, sur bah, des fois, on se demandait s'il n'aurait pas mieux passer son temps à écrire les questions qu'à les faire générer. Et, le collègue m'avait dit, parce que je lui avais donné à essayer, c'était le knowledge qu'on a installé en local sur ses ressources de cours, et il m'avait fait une réflexion que je trouve intéressante. Il m'avait dit, ça me donne l'impression d'une copie d'examen. Dans une copie d'étudiant, il y a des moments de fulgurance, il y a des trucs qui sont excellents, puis il y a des trucs qui sont complètement à côté de la plaque, et le plus souvent, il y a des trucs qui sont au milieu, et on interprète un petit peu, et si on interprète bien, on trouve du sens, si on interprète pas très bien, on trouve que c'est pas terrible, enfin on se demande quoi. Et en fait, voilà, les productions d'IA, faut aussi les prendre comme ça, sur des trucs qui sont du matériau à interpréter par nous-mêmes. Et il y a des fois, on va trouver que c'est très bien, des fois, on va trouver que c'est pas terrible, mais voilà, c'est pas stabilisé et c'est pas une qualité garantie, quoi. ah, il y a Henrietta qui a une question aussi. Alors, la réponse de Jérôme, c'était Mm. Alors, attends, Henrietta, je vais te. Hop, hop, hop. Elle est où? Elle est là. Ah, hop, hop, hop. Henrietta, je te laisse poser la question maintenant. Merci. C'était pardon, plus une remarque qu'une question aussi. D'abord, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on se doutait. C'est toujours bien, enfin, c'est intéressant de voir des exemples concrets. Et ma remarque, c'était par rapport au code, le fait que vous l'avez utilisé pour coder et que ça a
marcher plus ou moins. L'avantage, vous avez souligné l'avantage, c'est qu'on peut essayer le code et je pense que ça, c'est un gros avantage du code. L'autre avantage du code, c'est que c'est un langage et que les LLM, typiquement, c'est des langages et ils sont assez bons en langage. Ils se trompent nettement moins que dans plein d'autres choses. Et je pense que ça, c'est important à souligner aussi que dans les langues, c'est là où il apporte peut-être une plus-value, alors qu'ailleurs, c'est pas un outil de connaissance, par exemple. Et donc, je pense qu'on peut ajouter à ce point-là le fait que c'est un langage. Et donc là, il y a un avantage. Ouais, je vais répondre tout de suite et réagir sur ces problématiques de langage et sur la dernière phrase quand même que j'ai mise dans ma présentation, parce que la grosse difficulté qu'on a, c'est justement ces approximations sur les termes. En tant que scientifique, du moins, on a une signification de chacun des termes qui est très particulière. Or, lui, ben, il mélange quelquefois, il a tendance à rapprocher des choses qu'il ne devrait pas rapprocher. Et ça, moi, ça me perturbe beaucoup dans les enseignements. Et ça rend difficile la compréhension par les étudiants de pourquoi je fais la distinction entre ces deux termes, que le mot justesse et le mot exactitude, c'est pas la même chose. Ça, voilà, il y a certains LLM qui répondent bien, il y en a d'autres qui. Ouais. Là, enfin, quand je disais langage, je voulais dire la grammaire de la langue Ouais, ok, et pas justement la ok. connaissance. Et j'utilise régulièrement cet exemple, enfin aussi l'exemple dans mon domaine de espace et lieu, par exemple, enfin en apprentissage en anglais. Et c'est deux concepts différents que lui, il mélange allègrement. C'est vrai que ça pose un problème. Mais pour moi, ça, c'est le côté connaissance d'une certaine façon. Ok, d'accord, Et je c'est comprends. super important. Je suis d'accord. Merci. Il y a Boris qui a une question, et en parlant de connaissances, il y a d'ailleurs François Guité qui a fait une remarque qui est apparue dans le chat. Un modèle de langue n'est pas un modèle de connaissance. Voilà, donc ça, on est vraiment dans le sujet. Boris! Bravo Jérôme pour ton travail de non-informaticien, puisque nous, informaticiens, on utilise aussi exactement ce que tu as montré. Non, c'était pour répondre à ta question, pour que ça marche sur les smartphones. Tu peux rajouter dans ton prompt que ton JavaScript soit web responsive, parce que tu as des erreurs sur ton téléphone, c'est ça, quand tu mets C'est l'URL. le port Perry que j'arrive pas à ouvrir. D'accord. Je peux pas ouvrir le port plus Perry pour parce qu'a hardware. priori, le Web Serial API, il marche pas sur si tu n'es pas sous Chromium. D'accord, ok. Et tu as installé Chromium sur ton téléphone Non, j'ai pas installé Chromium sur mon téléphone. Non, j'ai pas jamais. Non, j'ai juste mon navigateur de téléphone, donc je pensais que ça allait marcher En naturellement. fait, tu peux installer, tu as d'autres navigateurs que tu peux installer sur ton téléphone. Tu n'es pas obligé de prendre Ouais, le c'est peut-être ça, je vais navigateur. regarder. Bon, en tout cas, bravo, hein, mais en tout cas, nous aussi, maintenant, on a des vérificateurs de code pour nous aider, pour soulager. Donc, même les informaticiens font exactement la même démarche que toi. Il n'y a aucun. Et c'est vrai, comme l'a dit l'intervenante précédente, les LLM sont assez impressionnants pour même passer d'un code en Java en Python ou des choses comme ça. Si on maîtrise un peu le code, ça permet de gagner du temps, comme tu l'as dit, et d'explorer d'autres fonctionnalités. En tout cas, merci pour ta presse, c'était vraiment intéressant. Alors, je vois qu'il y a Pierrick qui a rebaissé la main, donc je ne vais pas lui passer la question. Je pense que tu as dû répondre. Il y a David qui a posé une question. David. Oui, bonjour Jérôme. Donc, c'était évidemment très intéressant. Je voulais ça. Tu as dit que tu as utilisé ChatGPT. Quelle version? Est-ce que tu as essayé avec d'autres cervelles? Parce que c'est vrai que les résultats entre les différents LLM, quand même, sont notables. Donc, et puis en plus, il y a des cervelles qui sont spécialisées pour certains langages. On voit apparaître beaucoup de choses. Donc là, en fait, tu as utilisé le ChatGPT 4 ou 4O. Ouais, celui qui est accessible aujourd'hui Aujourd'hui, gratuitement. ouais, d'accord. Okay. C'était il y a 2-3 mois, quoi. Mais, 2 ou 3 mois, ouais. Donc ça devait être donc du c'était 4O, entre le 3 et le 4, je pense. le 3 et le 4. Okay. Ouais. J'ai mis la Et vidéo Mistral de en l'autre ligne. côté de temps en temps. Ouais. D'accord. Et donc, tu nous feras le comparatif à la prochaine meeting, David. Les cervelles, Oui, comme tu alors, dis. moi, ce sera plutôt une intervention sur les RAG.
et assez technique informatiquement et puis un peu théorique. Hein, voilà, ça sera ça normalement. D'accord. Après, les autres systèmes que j'ai utilisés pour générer des QCM ou des PowerPoint, etc., c'était les tuyaux que me faisait passer Christophe. Il me dit, ça c'est vachement bien, Knowledge, Gamma, t'essayes. Voilà. Bon, aujourd'hui, je suis prof. Parce que, alors là aussi, c'est pareil. Donc là, on a vu apparaître tu sais, des LLM avec raisonnement, hein, DeepSeek, R1, tout ça. ChatGPT 4o1, donc avec le raisonnement. Et il y a même maintenant des options avec approfondissement. Donc là, entre ces trois-là, il y a quand même des différences très notables. Après, évidemment, c'est évident que le LLM, s'il n'a pas été formé finement sur tout ce que tu lui demandes, certaines connaissances, il peut associer des mots pour la même chose. Les nuances, effectivement, s'il n'a pas été formé spécifiquement sur la matière, c'est sûr que tu dois avoir effectivement des problèmes à des moments. Ok. Bon, on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, ton Jérôme il est dans la communauté, vous pourrez lui poser des questions. Il n'y a pas de souci. Ah, monsieur Jérôme, hein, t'es partant pour répondre aux questions. Il n'y a pas de souci. Et j'ai cru comprendre que tu serais avec nous le 28 juin aussi à Montpellier. Je m'organise, mais normalement, oui. Voilà, hein, Isabelle, tu notes. Il va s'inscrire après le meeting. Il faut que tu t'inscrives, sinon Isabelle ne va pas te prendre. Hein. Non, mais c'est le 26. J'arrive à trouver le train qui va de Lyon à Montpellier le matin. Le 26 juin, ouais. D'accord. Merci Jérôme pour cette présentation. On va